Binge audio. Salut chers auditeurs, c'est Camille Test. Pour commencer cet épisode, je voudrais vous parler de mes cheveux, vous allez comprendre. Récemment, j'ai changé de coupe pour adopter une sorte de mulet, court devant, long derrière. Et peut-être parce que ce choix capillaire est venu s'ajouter à des vêtements relativement androgynes ou à peu de maquillage, dans les semaines qui ont suivi mon passage chez le coiffeur, il est arrivé que des inconnus m'appellent monsieur. Ces situations, anecdotiques en apparence, m'ont beaucoup appris, sur moi-même, mais aussi sur la société. D'abord, j'ai pris conscience que le genre perçu par autrui ne tenait parfois pas à grand-chose. Ensuite, j'ai été très surprise, moi à qui ça n'était jamais arrivé, de me sentir vexée par ces quelques mégenrages. Peut-être parce qu'en un sens, ils ont révélé mon incapacité à jouer pleinement le rôle de fille qu'on m'avait assigné à la naissance. D'ailleurs, peu après, je me suis vue remettre du maquillage alors que ça ne m'était pas arrivé depuis des années, comme si inconsciemment, j'avais eu besoin de dire à la société « Mais si, je vous assure, je suis bien une femme, j'ai bien respecté le contrat, j'ai bien appris mon rôle. » Après tout, c'est ce que j'ai fait depuis toute petite. Apprendre à me comporter, à m'habiller, à bouger et à parler comme une petite fille, puis comme une femme. Tout ça parce qu'à la base, à la maternité, un médecin a vu une vulve et a dit « c'est une fille ». À partir de là, je n'ai plus tellement le choix. J'ai un souvenir très vif des fois où, me voyant m'écarter du script, des agentes de la société m'y ramenaient. C'est ainsi qu'à 8 ans par exemple, un psy a conseillé à ma mère de ne pas me laisser porter des vêtements au motif camouflage, car ça faisait trop garçon, ou que ma maîtresse de CM2 m'a sommé d'arrêter de chahuter dans la cour, car ça n'était décidément pas très féminin. Si j'étais née avec un pénis, j'aurais pu chahuter tranquillement, mais pas pleurer. J'aurais pu parler avec un ton assertif, mais pas me maquiller. Et avec tout ça, j'aurais eu accès à une toute autre vie. Car c'est ainsi que la société est organisée aujourd'hui. 2 genres, masculin et féminin, basés sur 2 sexes, qui nous conduisent à 2 rôles, hommes et femmes, l'un ayant le pouvoir sur l'autre. Or, outre le fait que ce régime de la différence des sexes, comme on l'appelle parfois, perpétue une situation où la moitié de l'humanité domine l'autre, ce qui, avouons-le, n'est pas idéal, ne nous fait-il pas, au fond, passer à côté de nous-mêmes ? Si on avait le choix, est-ce qu'on se contenterait de 2 genres, avec 2 rôles bien définis ? Est-ce qu'on s'embêterait à intégrer ces scripts et avec eux la peur panique de nous en départir ? Collectivement, n'aurions-nous pas intérêt à faire tomber les masques et à nous extraire un peu de ces normes de genre ? Et si on le faisait, qu'est-ce que ça donnerait comme société ? Aujourd'hui, s'émanciper des normes de genre, c'est ce que font les rebelles du genre, les personnes queer, qui pavent la voie à une société moins binaire et dans le même temps, j'en suis convaincue, plus libre et plus heureuse. Et parce que j'espère bien vous en convaincre, dans cet épisode, j'ai invité l'un de ces rebelles du genre, Morgane Noem. Bienvenue, vous pouvez l'applaudir. Bonjour à tous. Salut Morgane, merci infiniment d'être là. Les gens qui, comme moi, passent beaucoup trop de temps sur Instagram te connaissent sans doute via ton compte @morgane.noam où tu vulgarises des notions autour du genre et de la santé mentale. Par ailleurs, tu es formateur sur les questions de diversité de genre et de sexualité auprès d'un public assez divers, des professionnels du soin, de l'éducation, du travail social. Tu es relecteur sensible également. Est-ce que, en 2 mots, tu peux expliquer ce que c'est pour les gens qui ne connaîtraient pas ? Oui, bien sûr, c'est les maisons d'édition qui font appel à moi pour relire des manuscrits, des nouveaux manuscrits, pour s'assurer qu'il n'y a pas de discrimination sexiste, grossophobe, validiste, LGBTI-phobe, et pour assurer finalement une sorte de safe place au lectorat qui aura ensuite le livre entre les mains. Tu es aussi thérapeute, c'est l'une des raisons pour lesquelles je trouvais ça très pertinent de t'avoir avec nous dans un podcast sur la santé mentale. Et tu viens de te rajouter une nouvelle casquette d'auteur puisque tu publies « Ceci n'est pas un livre sur le genre » chez Hachette Pratique. C'est un énorme pavé de presque 350 pages qui t'a demandé, je crois, environ 3 ans de travail. Pourquoi un si gros ouvrage ? Est-ce que ton ambition, c'était un peu d'écrire la Bible du genre ? Alors, à la base, j'étais pas du tout parti pour écrire un truc aussi gros, mais je me suis un peu laissé emporter, on va dire ça comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que Hachette m'a contacté pour pouvoir écrire un livre de vulgarisation sur toutes ces thématiques du genre, parce que voilà, aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais on en parle surtout très très mal. Et au fur et à mesure de mes recherches, parce qu'il était très important pour moi de back-upper mon livre avec des sources fiables, des études, et puis surtout les écrits et les pensées des militants, des penseuses qui avaient vécu avant moi.
Et donc du coup, en cherchant un petit peu tout ça, je me suis rendu compte que le sujet, il était infini et finalement une thématique m'emmenait sur une autre. Et surtout, je me suis dit que pour pouvoir comprendre in fine la possibilité d'un monde où on serait pas défini par notre genre, il était important d'abord de poser des bases. Et il y a beaucoup de bases à poser sur ce sujet, et c'est pour ça que ce livre est un très très gros livre, et qu'il est vraiment pensé de la sorte pour pouvoir vous permettre de tout comprendre de A à Z, pour in fine vous emmener à un monde un petit peu plus juste. Justement, chez Binge Audio, on a fait plusieurs épisodes sur la question du genre. Il y a quelques années, on peut d'ailleurs saluer l'énorme travail qui avait été fait dans le podcast Camille, animé par Camille Regache. Mais l'une des raisons pour lesquelles je voulais en reparler aujourd'hui et revenir à certaines bases, on va le voir, c'est que j'ai pas l'impression qu'on ait tant avancé en tant que société sur notre compréhension du genre. Et en attendant, ça a des conséquences très réelles, et notamment sur la santé mentale des minorités de genre, mais pas que. Toi, est-ce que tu as l'impression de répéter continuellement en boucle la même chose ? Alors oui, j'ai l'impression de me répéter. Après, apparemment, c'est vrai qu'on apprend beaucoup par la répétition. Donc tant que je suis pas fatigué, je continuerai à répéter. Je l'ai surtout beaucoup remarqué à la fois sur les réseaux et à la fois dans mon métier de formateur, où il y a quelques années, j'ai commencé à donner des formations il y a 6-7 ans à peu près, et où il y a 6-7 ans, ce sujet-là, il était abordé avec beaucoup plus de légèreté, en tout cas accueilli avec beaucoup plus de légèreté. Là, avec tout le discours qu'on entend dans les médias, absolument absurde et complotiste, je suis accueilli de manière assez mitigée. Et du coup, on a un peu tendance à dire que je suis là au nom du lobby, au nom d'un certain projet politique. Et donc, en réalité, oui, je me répète, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est davantage de la justification, plus que de l'explication. Qu'il est nécessaire aujourd'hui de prouver qu'on vient pas avec des mauvaises intentions, qu'il est nécessaire de prouver qu'on vient pas avec un projet politique. Mais quand on regarde en réalité les combats, par exemple, féministes des années 70, les combats féministes d'aujourd'hui, on répète tout le temps la même chose, quoi. On répète la même chose aujourd'hui encore, et quand on regarde les statistiques, on voit que la mentalité, notamment des Français, n'a absolument pas bougé d'un iota sur le sujet, donc il y a encore beaucoup à faire. Oui, d'ailleurs, dans ton livre, on peut préciser que tout est justifié, surétayé, scientifiquement prouvé. On sent vraiment, et c'est aussi génial parce que, en fait, je crois que quand on s'identifie comme des militants, militantes d'un monde, plus juste pour la justice et l'émancipation, en fait, on veut aussi avoir la science derrière nous. Donc, en fait, tant mieux que tu utilises des preuves scientifiques. Et en même temps, tu as un ton qui est très didactique avec l'idée, j'ai l'impression, que ce soit accessible à tout le monde. Il y a même des exercices pratiques. Est-ce que pour toi, c'était important de ne pas être, ne pas t'adresser seulement à un public militant, mais en fait à tout le monde, puisqu'en réalité, s'interroger sur le genre et sur son genre, c'est un outil de connaissance de soi qui devrait être accessible à tous. Tout à fait. En fait, j'ai créé ce livre véritablement en me disant, moi, quand j'ai commencé à m'interroger sur toutes ces questions-là, j'ai cherché des bouquins comme celui-ci, j'en ai pas trouvé. Et du coup, j'ai créé le bouquin que j'aurais aimé avoir il y a 10, 15, 20 ans pour pouvoir justement m'interroger sur ces questions-là. Et puis surtout, un bouquin qui ne serait pas cantonné au rayon genre LGBT féminisme, mais qui serait accessible au plus grand nombre. C'est d'ailleurs un peu pour ça que j'ai appelé Ceci n'est pas un livre sur le genre, parce qu'on sait jamais sur un malentendu des réactionnaires qui tomberaient dessus. Si c'est pas sur le genre, peut-être que je vais le lire et apprendre 2-3 petits trucs. Donc vraiment, l'ambition de ce livre-là, c'était à la fois d'offrir un outil, une sorte d'outil clé en main d'émancipation, à la fois par ce qui permet de la connaissance théorique de tous ces sujets-là, mais en même temps par ce qui permet de la connaissance de soi. Parce que je suis assez partisan du principe que à partir du moment où on a la connaissance, où on a la possibilité d'avoir un espace pour se questionner sur son identité, pour essayer de faire la part des choses entre ce qui est attendu de nous, entre les injonctions, entre finalement ce qui nous a été plus ou moins implicitement demandé d'être, et nos propres appétences, nos propres désirs, notre propre identité, c'est à ce moment-là qu'on commence à goûter à notre pouvoir. Donc c'était vraiment en ce sens-là que j'ai écrit ce bouquin-là, pour pouvoir vous redonner du pouvoir par la connaissance de ces sujets de manière théorique, mais surtout très intime.
Alors dernier coup de cœur j'ai eu dans ton livre, après on avancera un petit peu plus sur ce qui nous occupe, mais c'est un petit troll. Il y a un petit troll dans ton livre, qui est une sorte de représentation d'un réac un peu bête, il faut bien le dire, qui est un peu drôle, et juste pour ça je conseille vraiment à nos auditeuristes de lire ce livre qui est vraiment très très brillant, sérieux et à la fois par certains aspects hilarant. Merci. Morgane, pendant 1 heure je voudrais qu'on enfile donc les lunettes du genre et qu'on s'interroge sur le rapport que notre société entretient avec le genre, ce que ça fait notamment du point de vue de la santé mentale, et qu'on évoque des pistes de réflexion pour peut-être repenser notre rapport au genre et fabriquer un monde plus doux, notamment, mais pas que, pour quiconque décide de s'écarter des normes de genre. Et pour faire ça, je pense que c'est pas inutile de reprendre les bases, puisque c'est ce que tu fais dans ton livre, et étayer un peu ce que je disais dans mon intro, à savoir qu'on est dans une société qui se structure autour de l'idée qu'il y aurait 2 sexes, masculin, féminin, et que cela déterminerait immédiatement 2 genres possibles avec 2 rôles, hommes et femmes. Est-ce que tu peux expliquer en quoi, en fait, ça ne traduit pas vraiment la réalité, en quoi c'est une construction sociale? Oui, alors c'est important effectivement de rappeler que c'est une construction sociale, parce que très souvent on a tendance à dire que le genre est une construction sociale et on le compare au sexe qui serait une donnée naturelle, une donnée innée. Sauf que le sexe c'est aussi une construction sociale, et c'est important de se dire que la construction de la binarité, elle intervient aussi bien au niveau social qu'au niveau biologique. Et qu'en réalité, le sexe, il raconte beaucoup du concept de genre. Donc, quand on parle de sexe et de genre, c'est vrai que c'est 2 notions qu'on a rapidement tendance à confondre, tout simplement parce que lorsqu'un enfant naît, on demande une déclaration du sexe à l'état civil. Et quand on demande une déclaration du sexe à l'état civil, là, ça veut dire c'est un garçon ou c'est une fille. Il est né de sexe masculin ou de sexe féminin. Sauf que en réalité, le genre et le sexe, si ces 2 notions qui sont vraiment intrinsèquement liées, c'est pourtant 2 notions qui sont pleinement différentes. En réalité, quand on parle de sexe, dans la plupart des cas, en tout cas, quand on parle de sexe, on va parler du corps sexué et des critères sexuels phénotypiques, à savoir qui se remarquent, qui se voient, ou non d'ailleurs. Donc on va parler des chromosomes, des hormones, on va parler des caractéristiques sexuelles secondaires qui apparaissent à la puberté, etc., etc. Et quand on va parler de genre, on va davantage parler de l'identité sociale. On va également aussi parler du régime politique, en tout cas de la politique du genre, parce que le genre, dans sa définition, c'est finalement la classification, la hiérarchisation de l'humanité en 2 moitiés inégales. Et donc à partir de ce moment-là, on est un petit peu mal barré, parce que ça donne naissance à des normes de genre, à des rôles de genre qui sont de fait faits pour pouvoir permettre la pérennité de la domination des hommes sur les femmes. Donc au sexe et au genre, il n'y a absolument rien de naturel, mais tout est construit pour pouvoir assurer le maintien du système patriarcal, parce que quand on dit aux femmes qu'elles sont dominées simplement parce que les hommes sont plus forts, simplement parce qu'elles ont la possibilité de tomber enceintes, simplement parce qu'elles sont mieux à la maison, simplement parce que quand elles ont leurs règles, elles sont beaucoup trop émotives et que du coup elles ne seraient pas capables de raison, ça c'est de la construction sociale du sexe. C'est-à-dire que ça n'existe pas en réalité, et c'est vraiment là pour pouvoir contraindre les femmes et les minorités de genre à la domination patriarcale et la domination masculine. Tu disais, même le sexe, en fait, en quelque sorte, c'est une construction. On dit qu'il y a un sexe mâle et femelle, masculin, féminin. Est-ce que tu peux, pour qu'on comprenne bien, nous expliquer que c'est davantage un spectre et nous parler de ce que c'est que l'intersexuation? Oui. Alors, c'est vrai que quand un ou une médecin donne naissance à un bébé, il observe son corps et les marqueurs du coup qu'il peut voir comme ça. Et voilà, si c'est un pénis, c'est un garçon. Si c'est une vulve, c'est une fille. Sauf qu'en réalité, dans certains cas, et qui sont pas rares, il y a une impossibilité de classer dans l'une ou l'autre des cases. Cette spécificité-là, ce n'est pas une anomalie, c'est simplement une variation du développement sexué qu'on appelle l'intersexuation. L'intersexuation, ce sont des individus qui sont nés avec des caractéristiques sexuelles qui ne sont pas typiquement masculines, typiquement féminine. Sauf qu'en réalité, quand on regarde les critères pour être typiquement masculin et typiquement féminin, c'est quand même très 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 sclérosé. Et du coup, on se rend compte qu'il n'y a pas énormément de personnes qui rentrent dans ces critères-là du mâle ou de la femelle parfaite. Ces personnes-là, elles sont 1,7% de la population. 1,7% de la population, pour faire une comparaison, c'est à peu près autant de personnes rousses et autant de personnes russes dans le monde. Pour autant, on ne part pas du principe que les personnes rousses et les personnes russes n'existent pas.
Sauf que c'est ce qu'on fait avec les personnes intersexes. On part du principe que c'est une variation du développement sexuel qui n'existe pas quand on parle justement des hommes et des femmes, des mâles et des femelles. Sauf que, en réalité, 1,7% de la population, c'est simplement les personnes qui le savent et les personnes pour qui on a fait des examens qui ont prouvé que. L'intersexuation, en réalité, je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes intersexes qui ne le savent pas, d'autant plus que, comme je vous le disais, il est nécessaire de pouvoir déclarer le sexe à l'état civil. Et donc du coup, quand on est face à un bébé intersexe, comment on fait ? Eh bien c'est très simple. Ce qui se passe, c'est que dans notre société binaire, les médecins se sont mis en tête de faire correspondre les corps à des corps dyadiques. Donc les corps dyadiques, c'est les corps non intersexes. Et pour ça, on va opérer les bébés, on va opérer les enfants pour les faire correspondre à un schéma binaire. C'est donc des enfants qui ont quelques semaines, voire quelques mois, que l'on opère sans leur consentement, bien entendu. Très souvent, on dit aux parents que c'est pour leur santé, qu'il y a une anomalie à corriger, alors qu'en réalité, l'intersexuation, on le rappelle et c'est important, n'est pas dangereuse pour la santé du tout. Donc on pourrait laisser ces enfants grandir sans avoir besoin de les opérer, mais pour pouvoir satisfaire la société binaire, eh bien on les opère. Et bien évidemment, comme c'est des tout petits corps, il y a des effets secondaires et il y a des séquelles tout au long de la vie, après, où il y a des nécessités de prendre des traitements hormonaux, des nécessités de se faire réopérer, parfois des dysfonctions pour pouvoir avoir des enfants, pour pouvoir avoir une sexualité. Et donc du coup, il y a un vrai impact à la fois physique et psychique sur cette nécessité de ranger des gens dans des cases. D'autant plus qu'on sait que environ 35% des personnes intersexes à qui on a réassigné un sexe à la naissance finissent par transitionner. Donc, si on avait simplement attendu que les enfants nous disent « je suis un garçon, je suis une fille, je suis ni l'un ni l'autre », on aurait pu s'éviter toutes ces opérations-là, sachant qu'il faut savoir que la France a été condamnée à 3 reprises pour actes de torture sur les enfants, qu'en 2022, elle a eu la possibilité d'interdire ces mutilations-là, et qu'elle a décidé de ne pas le faire, et donc c'est quand même un peu une honte pour nous. Bon, évidemment, ce que tu viens de décrire, c'est évidemment profondément traumatique, mais un peu une sorte de, ces dictats du genre binaire, ils ne traumatisent pas que les personnes intersexes, mais aussi, en fait, en réalité, énormément de personnes. Et notamment les personnes qui décident de s'écarter du script de genre. Est-ce que tu peux préciser, du point de vue de la santé mentale, qu'est-ce qui se passe quand on décide de s'écarter du script de genre ? Quelle est la sentence ? Et qu'est-ce que ça nous fait ? Alors, il faut savoir que ça, on apprend ça dès tout petit. Je vais prendre un exemple qui va parler à tout le monde, je pense. C'est qu'on dit souvent aux petits garçons qu'il faut pas pleurer, qu'il faut être fort. Et donc, pour leur faire comprendre ça, donc pour leur faire comprendre leur rôle dans la société, ça va passer par 3 étapes. La première, c'est la répétition. Donc la répétition, c'est-à-dire que les adultes vont répéter, non mais les garçons c'est fort, non mais les garçons ça ne pleure pas, les garçons c'est costaud, les garçons c'est pas fragile, etc. Et donc voilà, l'enfant va écouter les adultes lui indiquer quel rôle de genre il doit appliquer. Ensuite, en observant les adultes de sa famille, il va en effet se rendre compte que dans sa famille, les hommes, ils n'expriment pas vraiment leurs émotions, en tout cas pas vraiment la tristesse. Et du coup, il va suivre le modèle qui lui est donné au sein de son cercle familial. Et si jamais il comprend toujours pas qu'un homme, ça doit quand même être costaud et surtout pas pleurer, eh bien, la punition tombe. La punition tombe, à savoir le fait de se faire traiter de fillette, de ta fiole, de t'es pas une fille. Et du coup, il y a tout de suite, avant même finalement que l'enfant ait le temps de grandir, un polissage au niveau du genre. Tout de suite. Et on se rend compte aussi bien dans les familles que dans la cour de récré. On voit à quel point finalement les enfants qui s'écartent un petit peu des identités très normées, viriles, féminines, sont à l'écart, sont exclus, sont traités. On sait bien évidemment que l'insulte préférée de la cour de récré, c'est pédé. Et qu'il y a un vrai problème, en tout cas, de reproduction des normes sociales genrées à l'intérieur de l'école. Et donc du coup, bien entendu que au bout d'un moment, à force qu'on nous répète, mais que ce soit en tant qu'homme ou que ce soit en tant que fille, quand on nous traite de garçons manqués, que ce soit en tant que personne queer, quand on nous renvoie à la sexualité qui devrait être une mauvaise chose, à partir du moment où on nous répète, on finit par introjecter ces croyances-là, on finit par finalement en faire notre propre identité, notre propre croyance, et donc on n'a plus besoin
on s'auto-censure. C'est aussi comme ça que naît l'homosexualité, l'homophobie et la transphobie intériorisée. C'est parce que depuis tout petit, on nous conditionne à ne surtout pas sortir des schémas binaires. Et donc bien évidemment que quand on est petit, on n'a qu'une envie, c'est d'expérimenter. On n'a qu'une envie, c'est de pouvoir avoir le champ des possibles en termes de construction identitaire, parce que on n'est pas encore matrixé par toutes les injonctions. Et donc forcément de couper l'herbe sous le pied à ces enfants-là, de leur dire que non, être un petit garçon, être une petite fille, c'est comme ça, ça a des conséquences psychiques importantes, notamment pour les enfants qui finalement se trouvent ne pas être soit hétéros, soit ne pas être des personnes cisgenres. Et donc il y a une vraie finalement coupure avec son soi authentique. Et on se rend compte que les personnes queer, en général, grandissent en n'ayant pas le pouvoir sur la définition de leur identité, que leur famille, que leurs camarades les a déjà désignés comme des brebis galeuses, comme des personnes qui déviaient des normes de genre, et donc n'ont pas la possibilité de s'autodéfinir, ont d'ores et déjà une étiquette. Et ça, c'est compliqué, on le sait, au niveau de l'homophobie, de la transphobie systémique en France. C'est compliqué de grandir avec cette étiquette-là. Donc, bien entendu que les normes de genre font du mal à tout le monde, et pas que les personnes queer, les personnes cis aussi, simplement parce qu'on vous impose une manière très stricte d'être des hommes et d'être des femmes, et qu'on vous laisse pas le loisir de définir et de choisir finalement l'homme ou la femme que vous voulez vraiment être. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est une personne cis ? Oui, alors petite définition, les personnes cis, c'est les personnes qui sont en accord avec le genre qui leur a été assigné à la naissance. Cis, le préfixe en latin, ça veut dire du même côté que, et trans, ça veut dire au-delà d'eux. C'est donc des personnes qui ne sont pas en accord avec le genre qui leur a été assigné à la naissance et qui décident d'aller au-delà. Alors, ce modèle de société, donc de sexe, de genre, de rôles sociaux, beaucoup de personnes vont dire « Ah, mais c'est bon, ça a toujours été comme ça ». Or, l'une des choses que rappelle ton livre, c'est qu'en fait, non, ça n'a pas toujours été comme ça, y compris en Occident. La construction, en fait, elle est finalement plutôt récente, s'il fallait la dater dans l'histoire de l'humanité, et que par ailleurs, il y a plein de zones dans le monde, encore aujourd'hui, où on ne pense pas avec seulement deux genres. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus ? Oui, alors en effet, on part du principe qu'il y a toujours eu des hommes et des femmes, que ça a toujours été la manière de hiérarchiser la société, mais c'est une vision très 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 eurocentrée. En réalité, il faut du coup remonter au temps de ce qu'on vous a présenté comme le temps des grandes conquêtes par Christophe Colomb, qui, rappelons-le, on va nommer les choses, c'est donc le temps colonial où on a colonisé des territoires, on a colonisé des cultures, où on a absolument arraché des peuples à leur culture pour pouvoir leur imposer des croyances européennes et en plus, du coup, profiter des ressources de leur territoire et les esclavagiser. Et à ce moment-là, du coup, au-delà finalement des normes religieuses, on a aussi instauré, en tout cas les Européens ont tenté de convertir les cultures qui étaient à la base des cultures, par exemple, ne serait-ce que si on se base sur la notion de famille. La famille, c'était davantage, on s'occupait des enfants en clan, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de famille nucléaire comme on la connaît aujourd'hui. Il n'y a pas un papa, un maman, 1,7 enfants par famille. Non, c'était vraiment l'enfant du clan. Et du coup, il y a eu une nécessité pour pouvoir instaurer ce pouvoir colonial, ce pouvoir capitaliste, patriarcal, suprémaciste. Il y a eu cette nécessité de mettre finalement les populations colonisées au pas de la famille, donc de créer finalement, de totalement saper cette notion de clan pour pouvoir créer la famille nucléaire qu'on connaît en Europe aujourd'hui. Et aussi, il y a eu une nécessité de leur faire perdre le contact avec justement toute la spiritualité qu'il y avait autour de ces notions de genre. Il faut savoir que avant, parce qu'on a tendance à dire que les pays d'Afrique, les pays d'Asie, les pays d'Amérique latine, c'est des pays où il y a beaucoup d'homophobie, beaucoup d'LGBTI-phobie. Il faut se rappeler qu'avant la colonisation, ça n'existait pas. Que c'est une importation coloniale. C'est à cause des Européens que ça se passe comme ça. Parce que en réalité, dans ces cultures-là, le genre n'était pas la donnée qui allait permettre de hiérarchiser ou d'organiser finalement le clan. C'était davantage soit par rapport à l'âge, par rapport au métier, mais en tout cas le genre n'était pas une donnée qui allait définir notre destin.
Sauf que les Européens sont arrivés, ont vu ça d'un très mauvais œil et en ont profité pour à la fois imposer une nouvelle norme de genre aux femmes européennes et aussi aux peuples colonisés. C'est-à-dire qu'ils partaient du principe que plus un peuple était civilisé, plus la différence entre les hommes et les femmes était voyante. Et ils partaient du principe que les peuples, par exemple, si on parle de la colonisation africaine, que dans les populations africaines, par exemple, ne serait-ce que parce que les femmes travaillaient, elles se confondaient avec des hommes, que les femmes n'avaient absolument pas à travailler, que c'était une activité masculine, que les femmes c'était à la maison, que c'était à l'intérieur. Et du coup, il y a eu une volonté de mettre les femmes blanches au pas, en disant surtout ne ressemblez pas aux femmes colonisées, aux femmes racisées, aux femmes noires, et ne travaillez pas. Et c'est-à-dire qu'avec la mentalité raciste de l'époque, les femmes blanches se sont dit ah bah oui, en fait, pour ne pas être considérées comme trop sauvages, pour être considérées comme civilisées, je vais devoir correspondre à toute cette binarité de genre inventée du coup par les colons européens. Mais en réalité, voilà, c'est important de se dire que les hommes blancs, à l'époque, avaient ce qu'ils appelaient le fardeau de l'homme blanc, c'était de désensauvager les peuples colonisés. Et pour les désensauvager, l'idée, c'était de les faire devenir des vrais hommes et des vraies femmes respectables. Mais voilà, c'est important de se dire que avant ça, voilà, il n'y avait pas ça dans ces cultures-là, et qu'aujourd'hui encore, parce que là on parle finalement de, il y a des siècles de ça, mais qu'aujourd'hui encore, il existe des cultures, des peuples, des populations au sein desquelles le genre n'a pas une importance aussi cruciale qu'en Europe. Je pense notamment aux bougies d'Indonésie, où il y a 5 genres différents. Je pense aussi bien évidemment aux hijras d'Inde et du Pakistan, je pense aux mouches du Mexique, je pense aussi aux vierges sous serment d'Albanie. Enfin, il y a tout un tas finalement de cultures, les Two-Spirites par exemple d'Amérique du Nord. Il y a tout un tas de cultures où soit le genre n'est pas si binaire que ça, soit il y a carrément plusieurs genres différents, ou en tout cas il y a un rapport au genre qui est beaucoup moins sclérosé et beaucoup moins fermé qu'ici, et surtout c'est des personnes qui sont acceptées et reconnus dans leur culture comme un genre à part entière. Alors là, ce qu'on vient de comprendre, en fait, c'est que le genre binaire et hiérarchisé aurait très bien pu ne pas exister. Il y a des endroits où il n'existait pas jusqu'à ce qu'on l'impose. Et que du coup, c'est aussi à nous, en tant que société, si on décide de s'en affranchir, en fait, on pourrait très bien le faire. Ça risque d'être assez compliqué, mais cependant, on pourrait quand même le faire. Je voudrais du coup, peut-être pour revenir au présent, qu'on plonge un petit peu plus en détail dans la réalité des personnes qui en réalité le font déjà. Donc je pense aux personnes trans, aux personnes non binaires par exemple. Et pour ça, comme je sais qu'il y a beaucoup de personnes, je l'ai remarqué avec moi, avec mes proches, qui sont toujours un peu larguées sur ces questions, j'aimerais bien je vais te shooter quelques questions en gros et je t'invite à y répondre. On peut aller assez vite sur cette partie. Je rappelle qu'il y a tout un podcast qui avait été fait par Camille Regache, notamment pour Binge Audio, mais néanmoins, je trouve que ça vaut la peine qu'on s'y arrête un petit peu. Donc, est-ce que, Morgane, tu peux expliquer ce que c'est qu'une personne non binaire ? Oui, alors une personne non binaire, c'est un individu qui du coup s'inscrit en dehors du système binaire de genre, et donc c'est un individu dont l'identité n'est pas précisément masculine, féminine, qui peut s'inscrire soit totalement en dehors, à l'occasion par exemple d'un troisième genre, ou par exemple une personne agenre, donc a privatif de genre. Ce sont donc des personnes qui n'ont pas de genre, ou des personnes dont le genre est fluide, donc par exemple les personnes gender fluide, où le genre finalement évolue en fonction du temps, en fonction de l'environnement, en fonction... Alors bien évidemment, c'est pas des personnes qui se réveillent en se disant tiens, aujourd'hui je vais être une femme, tiens, aujourd'hui je vais être un homme. Non, ça va plus loin que ça, bien entendu. C'est simplement des personnes qui aussi comprennent que le genre est une donnée non pas immuable, mais absolument fluide, et que du coup, on peut aussi se laisser aller à ressentir son identité de genre justement avec cette fluidité-là. Oui, j'allais dire, est-ce que c'est quelque chose qu'on décide ? Est-ce que si on se sent non-binaire, du jour au lendemain, on peut arrêter de se sentir non-binaire parce que nos proches, ça les embête ? Alors, malheureusement, on ne peut pas arrêter de se sentir non-binaire comme ça parce qu'il y a de la discrimination. Toutefois, on peut décider d'enterrer cette identité bien profondément, justement parce que nos proches, ou par exemple parce que notre milieu professionnel n'accepte pas, ou parce que par exemple ne serait-ce que pour dater c'est compliqué, et que du coup on veut pouvoir se mettre en sécurité.
on veut pouvoir ne pas perdre nos proches. Et du coup, il y a certaines personnes, en effet, qui font le choix d'arrêter leur transition, qui font le choix de cacher leur identité, ce qui ne sous-entend pas qu'elle n'existe plus, ce qui sous-entend simplement qu'elles, malheureusement, ne sont pas dans le bon environnement pour accueillir la beauté de leur identité. Est-ce que Morgane, d'un coup d'œil comme ça, on peut savoir si une personne est cis, trans, non-binaire, un homme, une femme ? Non. Non, c'est bien plus compliqué que ça. Alors après, c'est vrai qu'on vit dans une société qui nous a appris que certains codes esthétiques correspondaient à la masculinité, à la féminité, et que c'est un peu la première chose qu'on remarque chez quelqu'un. C'est-à-dire que quand on croise quelqu'un dans la rue, c'est un peu la première case dans laquelle on le met, dans laquelle on l'enferme un petit peu, en fonction des vêtements, en fonction de la coupe de cheveux, en fonction de la démarche, en fonction parfois de la voix si on l'entend, en fonction aussi de la carrure aussi, ça peut être ça. Et du coup, on ne peut pas échapper malheureusement à nos biais. Parce qu'on a été élevé de cette manière-là, de manière très binaire, et donc du coup, on a des réflexes cognitifs qui font qu'on associe tel et tel critère esthétique à un genre particulier. Néanmoins, il est important de se rappeler que l'identité de genre n'a strictement rien à voir avec l'expression de genre. C'est-à-dire que l'expression de genre, c'est ce qu'on laisse avoir de notre genre au monde. C'est-à-dire par rapport à la coupe de cheveux, par rapport aux vêtements, par rapport à tout un tas de critères esthétiques qui vont donner des indices sur notre expérience du genre au monde. Mais c'est important de se dire que c'est pas par exemple parce qu'un homme porte une robe, ce qui a été par exemple le cas d'Harry Styles en couverture de Vogue, que c'est une femme ou que c'est une personne non binaire, ça ne vient rien dire de son identité de genre. Et c'est pas parce que une femme a un style qu'on pourrait qualifier de très masculin, d'androgyne, que ça vient dire quelque chose de son identité de genre. Non. En réalité, tant que vous ne savez pas l'identité de la personne parce que la personne vous l'a dit ou parce que vous l'avez compris, vous n'en savez rien. Et du coup, comment on sait quel est le genre de la personne ? Est-ce qu'il faut lui demander ? Est-ce qu'il faut attendre qu'elle nous le dise ? Est-ce qu'il faut lui demander ses pronoms ? Quelle est ta position sur ça ? Alors, je pars du principe qu'on vit dans la société française qui a ses avantages et ses inconvénients, mais notamment par rapport à la langue, qui est une langue qui est extrêmement genrée. Et comme la langue est extrêmement genrée, en général, au bout de 20 secondes de conversation avec quelqu'un, il y a un adjectif genré qui va sortir, il y a un pronom qui va sortir, qui va faire que vous allez comprendre finalement la manière dont votre interlocutrice se genre. Je suis pas forcément partisan de demander les pronoms. Pourquoi ? Parce qu'en général, on fait ça avec les personnes pour lesquelles on n'est pas vraiment sûr de l'expression de genre, et donc du coup ça vient stigmatiser quelque chose dans un premier temps qui n'est pas stigmatisé, mais surtout on part du principe que être trans, être non-binaire, ça se voit. Voilà, et que du coup, on ne va demander qu'aux personnes qui sont visiblement trans, visiblement non-binaires, leurs pronoms. Mais en réalité, non, ça se voit pas. Ça se trouve, effectivement, il y en a plein ici, vous le savez pas. Ils sont partout, dans les campagnes, dans les villes. C'est vraiment important de se dire que on existe en France avec une langue extrêmement genrée. Attendez de voir comment la personne se genre, d'autant plus qu'on ne sait jamais, pour des questions de sécurité, si vous êtes pas que vous deux et s'il y a d'autres personnes à côté, on ne sait jamais si les personnes sont out ou pas, et du coup vous risqueriez de mettre en péril, de mettre en danger en tout cas la personne que vous avez en face de vous. Donc l'idéal, c'est vraiment juste d'attendre et vous allez le savoir très très vite. Et si on met genre la personne sans faire exprès ? Alors, bienvenue, vous êtes des humains, vous êtes faillibles, c'est ok, c'est pas... Parce que j'ai vraiment l'impression que quand on parle des questions trans, beaucoup de personnes partent du principe que les pronoms, c'est vraiment notre lutte principale. Respecter nos pronoms, vraiment, parce que sinon on décède. Non, pas du tout. On a tellement du pain sur la planche, les pronoms, on s'en fout. C'est important, bien évidemment. En fait, c'est juste que c'est le minimum de respect. Donc, bien évidemment que bien genrer quelqu'un, c'est important. Bien prénommer quelqu'un, c'est important. Par exemple, je vous dis que je m'appelle Morgane, vous n'allez pas m'appeler Frédéric, ça n'aurait aucun sens. Ça vient nier mon identité pour pas grand-chose, pour votre confort à vous, parce que vous partez du principe que j'ai une tête à m'appeler Frédéric, mais non. Du coup, c'est important, à partir du moment où on mégenre quelqu'un, de se dire « Ok, je me corrige et je passe à autre chose ». Parce que ce qui devrait primer dans ces moments-là, c'est pas votre inconfort à vous,
parce que voilà, vous êtes inconfortable pendant 2 secondes, c'est pas très très grave. Mais du coup, c'est pas de mettre encore plus inconfortable la personne que vous avez mégenrée en vous excusant pendant 1000 heures. Donc vous vous excusez, vous vous corrigez et vous passez à autre chose et vous essayez de pas faire la même chose la prochaine fois. Et si vous faites la même chose la prochaine fois, vous ferez mieux la prochaine fois. Mais voilà, l'idée, de toute manière, partez du principe que les personnes trans savent quand c'est fait de manière malveillante et quand c'est fait parce que voilà, vous avez fait une petite maladresse, quoi. Quand on est dans l'entourage d'une personne qui se questionne sur son genre, ça peut être un moment vulnérable, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe mieux? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être allié, ou en tout cas pour proposer un cadre safe pour la personne? Alors, dans un premier temps, on peut partir du principe que le coming out de quelqu'un, c'est un cadeau, et le recevoir comme tel. C'est vraiment important. Moi, cette notion de coming out, je trouve qu'elle est un peu, elle est pas très fair, elle est pas très juste pour les personnes qui ont à faire ça, parce que du coup, c'est à nous de sortir du placard. Moi, je suis davantage à dire non, venez explorer mon placard. Je vous ouvre la porte pour que vous puissiez venir explorer mon placard. Mais moi, je sors pas parce que potentiellement, je vais être en danger. Donc, je vous fais le cadeau de venir regarder tous mes trésors que j'ai mis dans mon armoire pour vous expliquer qui je suis, pour vous expliquer mon identité. Et du coup, partez du principe que si quelqu'un vous fait son coming out, c'est que vous avez cultivé un terrain suffisamment fertile pour que la personne soit en confiance avec vous. Donc c'est ne serait-ce qu'un cadeau, finalement, dans un premier temps parce que vous avez fait un bon job pour pouvoir ouvrir le champ des possibles à votre interlocutrice, mais dans un second temps, parler de son identité, dévoiler son identité comme ça, c'est très certainement, je pense, notre identité de genre, l'une des choses les plus intimes, l'une des choses les plus vulnérables chez nous, et donc de venir la déposer comme ça, c'est un moment qui est très fort en émotion pour nous quand on vient vous dire en fait, voilà, pendant X années, on a pensé que j'étais un tel, que j'étais ceci, mais je viens de dire aujourd'hui qui je suis. Et ça, je trouve qu'il n'y a rien de plus merveilleux. Bon, en tout cas, quand les gens me font leur coming out, je trouve que c'est assez sublime, finalement, très poétique, comme ça, de venir se dévoiler son identité, de venir la poser sur la table en attendant que l'autre en fasse quelque chose. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut en faire? Dans un premier temps, c'est la célébrer, l'accueillir comme il se doit, la célébrer pas comme quelque chose, comme un phénomène, comme un choc absolu. Vous pouvez être choqué en rentrant chez vous. Vous pouvez être choqué dans la voiture, dans vous en parler maison. comme ça, voilà, dans votre intimité. Mais voilà, c'est un moment qui est suffisamment voilà, vulnérable pour juste essayer, dans la mesure du possible, bien entendu, de partager la joie, de partager la super aventure qui s'offre à vous, parce que si la personne fait son coming out, vous fait son coming out, il y a de fortes chances pour qu'elle ait envie de vous dire un peu d'être son compagnon de voyage. Et ça, c'est une super expérience d'être le compagnon de voyage d'une personne trans. Et du coup, vraiment prenez ça comme une invitation à vous impliquer. Alors, bien évidemment, ne soyez pas trop intrusif, mais il y a des questions, des trucs qui se posent pas. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est d'accompagner, de demander à l'autre, en fait, tout simplement, de quoi tu as besoin. De quoi tu as besoin? Où est-ce que tu veux que je t'accompagne? Où est-ce que tu veux que je me situe? Est-ce que tu veux que je t'accompagne pour les autres coming out? Est-ce que tu as besoin de moi? Pourquoi? Toujours partir du besoin de l'autre. Et puis aussi, bien évidemment, pourquoi pas? C'est une suggestion que je dépose comme ça. Peut-être que vous pourriez profiter de cette occasion-là pour commencer à vous questionner sur votre genre aussi, non pas forcément pour transitionner, mais simplement parce que je trouve que la présence d'une personne trans dans sa vie, c'est aussi parfois le déclic qu'on a besoin pour se donner l'autorisation simplement pour pouvoir explorer son identité. Justement, à la fin de ton livre, tu donnes un exercice destiné à tout le monde qui consiste en une série de questions. Je vais donner des exemples. Tu dis par exemple, enfant, comment vous êtes-vous rendu compte de votre appartenance à un genre ? Aujourd'hui, quelles sont les expériences que vous aimeriez tenter mais que votre identité de genre vous empêche d'essayer ? Que feriez-vous si on vous proposait de vivre une journée entière dans la peau d'une personne d'un autre genre que vous ? Quel type de style vestimentaire, de pronoms, de coupe de cheveux, de gestuelle, de traits de caractère, de manière d'être regardé et perçu vous font ressentir un sentiment de complétude, de sérénité, de congruence, de joie quant à votre genre ? Est-ce que pour toi, tout le monde devrait se questionner sur son genre ? Oui. Tout le monde devrait se questionner. Toutefois, tout le monde devrait attendre que ce soit le bon moment. Parce que c'est un bouleversement, en fait. Et à partir du moment où vous ouvrez le tiroir, laissez-moi vous dire que vous êtes dans la merde. Vraiment, c'est aussi important d'être à l'écoute de ses besoins, à l'écoute de l'endroit où on est voilà, actuellement, et de savoir voilà, pourquoi
on commence à s'interroger sur son genre. Mais je pars vraiment du principe que pouvoir comprendre à la fois de manière théorique donc les enjeux de ces thématiques-là, de comprendre aussi qui tire les ficelles, à qui ça profite, pour pouvoir ensuite, du coup, une fois qu'on a compris de manière systémique comment ça se passait, pour pouvoir ensuite soit s'autoriser à se dire, bon bah puisque ça tient pas à grand-chose le genre, que c'est quand même une belle invention pour pouvoir nous parquer dans des cases qui vont couper notre créativité et notre authenticité, je vais potentiellement m'autoriser, moi, puisque c'est assez fictif tout ça, à m'interroger sur tout ça. Et donc, je pense que c'est primordial, si vous voulez, ne serait-ce que retrouver, d'autant plus aujourd'hui, dans le climat politique fascisant dans lequel on est, où on n'a pas l'impression d'avoir énormément de prise, énormément de pouvoir. Prenez le pouvoir sur votre genre. Prenez le pouvoir sur votre identité. Ne vous laissez pas dicter finalement ce que vous devez faire avec. Et essayez de vous poser la question de est-ce que finalement mon identité, elle est construite uniquement par rapport aux injonctions que l'on m'a prescrites, quelle partie finalement est vraiment due à mes désirs, à mes appétences, et essayez de vous rapprocher de ce qui vous donne le plus de joie. Il y a une phrase que tu cites dans ton livre de la plus célèbre des drag queens, RuPaul, qui dit We're born naked and the rest is drag. Donc on est tout nu et puis le reste c'est une performance de genre en quelque sorte. Et j'ai trouvé ça incroyablement libérateur parce qu'il y a cette notion d'en fait, bah oui en fait dès lors qu'on prend conscience que finalement on s'est un peu on s'est imposé un peu un rôle comme au théâtre, bah en fait on a le droit de changer de rôle, puis ça implique de la créativité en fait il peut y avoir quelque chose évidemment pour des personnes qui ont vécu des violences relatives à ça peut ne pas être facile, mais en tout cas on pourrait inventer une société où en fait c'est juste fun de faire ça, c'est juste fun d'explorer ça quoi. Ouais, bah surtout d'autant plus qu'on voit que, en tout cas on s'est aperçu que pendant la période des confinements, il y a énormément de personnes qui ont fait leur coming out trans. Non pas parce que le lobby était particulièrement actif à ce moment-là, parce qu'il avait du temps libre, quoique. Non, en fait on s'est aperçu que une fois qu'on était plus soumis au regard de la société, au regard des gens sur notre expression de genre, sur notre identité, on avait la possibilité de construire finalement l'identité qui était la plus ajustée pour nous. Et que voilà, une fois que voilà, on n'était plus soumis au regard et qu'on se regardait finalement nous dans le miroir, bah, finalement est-ce que c'est vraiment moi ou est-ce que c'est ce qu'on attendait de moi? Et vu que maintenant je peux traîner en pyjama toute la journée, est-ce que je peux finalement me concentrer sur ce qui me donne de la joie et non pas ce qui est attendu par exemple pour moi en tant que femme par rapport au regard masculin, ce qui est attendu par exemple pour moi en tant qu'homme dans cette posture hyper virile, et me reconcentrer sur ce qui est juste pour moi. Et donc du coup à partir du moment où on a des espaces de liberté, de créativité dépourvus du regard extérieur, on se rend compte que le genre c'est avant tout un terrain de jeu absolument incroyable. On le voit notamment avec les drag kings, les drag queens qui se jouent justement de ça, de la binarité, et vraiment j'invite tout le monde ici présent mais aussi pour l'audio guide de l'audio guide en 1880 désolé, les auditeuristes à essayer une fois le drag. Vraiment, essayez. Et même si c'est juste vous enfiler un vêtement typiquement féminin, typiquement masculin, même si bien évidemment les vêtements c'est des bouts de tissu, ça n'a pas de genre, mais vous voyez où je veux en venir. Voilà, vous essayez du maquillage, vous essayez des talons, vous essayez de vous faire une moustache, que sais-je, et juste essayez d'exister comme ça, dans un genre qui n'est pas le vôtre, et voyez ce que ça vous fait. Dans un premier temps, éclatez-vous, et ensuite, voilà, ça peut donner naissance à des questionnements hyper intenses et hyper chouettes, surtout sur notre genre. On va continuer cette conversation dans un instant. On va se demander s'il est possible d'élever des enfants dans un cadre un peu moins binaire. À tout de suite. Dans cet épisode d'Encore Heureux, on se questionne sur le genre avec Morgane Noam. Donc on l'a vu, on vit dans une société où on assigne les enfants à la naissance en fonction de leurs caractéristiques sexuelles. Lorsqu'ils ne rentrent pas dans l'une des deux cases prévues, parfois, souvent même, ils sont mutilés. Dans ton livre, tu évoques tout un tas de façons de proposer à son enfant un cadre moins binaire autour du genre. Pourquoi ça peut être intéressant de le faire, et est-ce que tu aurais des pistes à nous proposer? Alors, pourquoi ça peut être intéressant de le faire? Parce que malgré ce que pensent beaucoup de parents, et c'est ok, c'est comme ça qu'on pense quand
quand on est jeune parent. Et il y a un peu cette sorte de toute puissance parentale. C'est-à-dire que quand un bébé arrive, même pas avant même qu'il arrive, je dirais à partir de l'échographie qui annonce le sexe supposé, on a tout de suite des projections sur la couleur de la chambre, sur les jouets, sur les vêtements, sur les activités potentiellement extrascolaires que l'enfant va faire par la suite. Et donc du coup, avant même l'arrivée du bébé, le destin est absolument tout tracé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres possibilités, il n'y a pas de chemin de traverse, peu importe les appétences contraires de l'enfant une fois qu'elle sera née, c'est décidé parce que on nous a dit que les enfants garçons c'était comme ça, les enfants filles c'était comme ça. Et donc du coup, je pense que on gagnerait en tant que parents, que futurs parents, ou même ne serait-ce qu'en tant qu'adultes qui côtoyons des enfants, à leur laisser le champ des possibles et l'insouciance de la jeunesse le plus longtemps possible. D'autant plus que il est très souvent reproché aux supposés lobbies LGBT de vouloir convertir les enfants, d'imposer une sorte d'idéologie et notamment, même ne serait-ce qu'avec les séances d'éducation à la vie affective, sexuelle et relationnelle, on part du principe que les enfants ils sont trop jeunes. C'est très naïf de penser que les enfants sont trop jeunes, dans un premier temps parce qu'ils baignent dans le genre depuis leur naissance. C'est-à-dire que toutes les représentations auxquelles on les expose, par exemple la princesse et le chevalier, rien de plus genré. Les dessins animés, les contes, il n'y a rien de plus genré. Plus tard, quand on est adolescent, les comédies romantiques, etc., tout est une promotion de l'hétérosexualité. Tout le temps. Sauf que comme c'est censé être la norme, on part du principe qu'il n'y a pas de biais idéologique à cet endroit-là, parce que l'hétérosexualité devrait être, finalement on n'est même pas nommé, parce qu'on part du principe que c'est ce qui devrait être pour tout le monde. Et donc du coup, les enfants ne sont exposés qu'à une seule possibilité, une seule voie, en grandissant, à savoir la possibilité d'être une personne cisgenre et la possibilité d'être une personne hétérosexuelle. Et avec ça, la possibilité d'être des petits garçons forts et des petites filles fragiles. Et du coup, on se rend compte que même quand on est parent et qu'on a les meilleures intentions du monde, à savoir j'ai envie de pouvoir potentiellement élever mon enfant de manière non genrée, ou j'ai envie de pouvoir lui offrir la possibilité de jouer aussi bien aux poupées qu'aux camions, ou lui offrir la possibilité en tout cas d'être qui elle veut, qu'on est très rapidement rattrapé par la société dans laquelle on vit. On en parlait tout à l'heure, l'école est un agent de socialisation majeur, les dessins animés, les médias sont des agents de socialisation majeurs, et donc pour pouvoir contrer ça, l'idéal, dans un premier temps, je pense, c'est tout simplement d'offrir une représentation diverse à son enfant. Parce que si je n'ai pas les mots pour expliquer qui je suis, si je n'ai pas les images pour voir qui je suis, pour voir que d'autres personnes comme moi existent dans le monde, j'existe pas en réalité. Et donc donner les mots à son enfant pour pouvoir se définir, pour pouvoir décider de son identité, c'est lui offrir les armes pour pouvoir finalement s'autodéterminer beaucoup plus facilement. Et donc à la fois une représentation diverse, à la fois essayer d'adopter un vocabulaire le plus inclusif possible, le moins genré possible. Juste sur une représentation diverse, tu veux dire des films, mais aussi peut-être fréquenter des gens qui ne sont pas que des personnes cisgenres hétérosexuelles, par exemple ? Exactement. Alors, avoir un entourage... Alors, bien évidemment, il ne faut pas que ça devienne les amis gays, les amis trans, qui servent de token pour mon enfant, la il est si mignon, c'est vraiment pas l'ambition, mais même ne serait-ce qu'on gagnerait à avoir un entourage divers et varié. Et donc c'est en effet où emmener son enfant à la Pride, emmener son enfant en manif, en tout cas investir et inclure son enfant dans ses combats sociaux, ça peut être hyper chouette aussi, il n'y a pas d'âge pour ça. Et donc du coup, oui, donc apporter une diversité, apporter aussi une diversité de vocabulaire, par exemple parler des gens et pas dire la madame ou le monsieur, parce que de fait, on l'a vu depuis le début de ce podcast, on ne sait pas. Et donc c'est important de ne pas entraîner son enfant à présumer en fonction des critères, de parler de son enfant et pas forcément
de sa fille ou de son fils. C'est lui offrir un environnement aussi bien dans sa chambre que dans ses jouets qui n'est pas genré, ou en tout cas le plus neutre possible, pour pouvoir lui permettre d'envisager plein de futurs possibles, et aussi essayer de l'intéresser à plein de choses, et pas que des choses qui sont typiquement masculines, typiquement féminines, ne serait-ce que par exemple ne pas encourager que les garçons à se salir ou à explorer l'espace, ne pas encourager que les filles à être bien présentées, ne pas encourager que les filles à faire ce travail de care. C'est vraiment essayer d'apporter finalement tout ce qui fait la richesse de l'humanité à son enfant sans que ce soit labellisé masculin ou féminin. Je me mets aussi à la place de parents, je me dis, y en a qui peuvent se dire, mais ouais, mais après mon enfant, en fait, il va dans le monde binaire, il faut bien qu'il soit préparé à ça. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas enfermer l'enfant dans la binarité, mais pas non plus faire semblant qu'on vit dans un monde qui n'est pas binaire? Alors, au même titre qu'on peut parler aux enfants de sexualité, on peut leur parler de genre et on peut leur parler de parfois de la brutalité du monde. Et donc, si... Prenons l'exemple, par exemple, d'un enfant qui serait pas un petit garçon dans les codes, ou qui serait carrément un enfant queer, parce que oui, les enfants queer existe, c'est important de le rappeler. Il est important à la fois de lui offrir le champ des possibles, à la fois de lui offrir la possibilité d'explorer à la maison, d'explorer dans des endroits qui sont safe, de pouvoir avoir l'expression de genre qui elle a envie, les comportements qui elle a envie. Néanmoins, il est aussi important de lui expliquer ce qui se passe à l'extérieur du cocon familial. Et de pas... Bien évidemment, l'idée, c'est pas de terroriser les enfants, mais simplement de leur dire, voilà... c'est ton identité et je te crois et tu as la possibilité de l'exprimer exactement comme tu veux. Sache pour autant que dans la société, c'est faux, mais on part du principe qu'il y a des garçons et qu'il y a des filles et on attend certaines choses de ces deux catégories-là. Et toi, comme tu t'éloignes un petit peu de ces catégories-là, il est possible que les autres enfants ou les adultes aient des difficultés à comprendre qui tu es, à comprendre pourquoi tu agis comme ça, pourquoi tu t'habilles comme ça, mais ça ne vient pas, absolument pas invalider ton identité, ça ne vient pas non plus invalider ton droit à être qui tu es, mais simplement ça prépare au fait que le monde entier n'est pas comme la maison et que elle va être potentiellement violentée à cause de cette divergence de genre. Et donc à la fois de lui offrir suffisamment de liberté à la maison, mais aussi lui offrir suffisamment de clés de compréhension pour qu'elle puisse se défendre, ou en tout cas se positionner et revendiquer son identité si elle le souhaite. Pour terminer sur une note pas joyeuse mais importante, et parce qu'on est dans un podcast de santé mentale où on parle de questions collectives, et donc je pense qu'on est tous responsables les uns des autres, du bien-être des uns des autres, je voudrais qu'on parle un petit peu du climat actuel. On est en France, on est en 2024, les personnes trans se prennent un raz-de-marée de merde. Bon, déjà, comment tu te sens par rapport à ça, et qu'est-ce qu'on peut faire collectivement, et notamment quand on est une personne cisgenre, pour que ça aille mieux? Comment je me sens? Pas tip top, parce que en effet, à la fois en tant que personne trans visible sur les réseaux sociaux, on se prend quand même beaucoup de réflexion. Forcément, on se prend aussi forcément beaucoup de témoignages de personnes en détresse face à l'actualité et de manière légitime. On est un peu les réceptacles de toute cette détresse ambiante. En tant que psy, doublement, je reçois pas mal de personnes queer qui aussi vont mal à cause de cette ambiance-là et de cette menace d'atteinte à nos droits. Je voudrais aussi dire que c'est ok de pas toujours aller bien et de pas toujours être le militant qui se dégonfle jamais, qui est toujours proactif, qui se repose pas, qui est tout le temps vénère. Non, parfois on a juste aussi le droit d'être triste et c'est ok. Néanmoins, je pars du principe que tant que je suis pas fatigué, c'est ok. Parce que là, ce qui se passe, c'est beaucoup trop grave. En 2 mots, il y a 2 propositions de loi qui ont été déposées par les Républicains et par le Rassemblement national pour interdire les transitions pour les mineurs. Il faut savoir que aux États-Unis et en Russie, ça a commencé comme ça avant qu'on devienne du coup un groupe terroriste extrémiste en Russie et qu'on ait du coup plus aucun droit. Donc vraiment, en général, on commence toujours par les mineurs pour s'attaquer ensuite aux droits de toutes les personnes trans. Et il faut savoir que toutes les attaques aux droits des personnes trans sont en général annonciateurs tout le temps de bouleversements antiféministes. Donc du coup, se battre pour les droits des personnes trans, c'est se battre pour le collectif aussi, et ça vous concerne tous. Du coup, que tu disais quoi faire en tant que personne cis, c'est déjà se dire
inverser la question de finalement qu'est-ce que je peux faire pour vous aider à qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider. Je pense que c'est important de faire front commun tout au long de l'année et de pas avoir une sorte de militantisme événementiel ou réactionnel, à savoir là parce que il y a 2 personnes que je ne citerai pas qui ont sorti un livre profondément transphobe et en plus il y a ces 2 projets de loi. C'est pas que maintenant, en fait, qu'il faut se mobiliser, c'est 365 jours par an. Parce que les attaques aux droits des personnes trans sont vraiment les attaques aux droits des travailleurs, aux droits des femmes, aux droits des personnes LGBT, aux droits des personnes racisées. Tout est lié et c'est important vraiment de comprendre ça. Donc du coup, quand on est une personne cis, c'est dans un premier temps comprendre que c'est pas nous vs vous, c'est tous ensemble qu'on va y arriver. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, des actions très très concrètes. Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales pour faire barrage à la droite. Vous pouvez aussi, bien évidemment, signer des pétitions. Il y en a pas mal qui tournent en ce moment par rapport à ça. N'hésitez pas, elles sont toutes disponibles sur mon profil. Vous pouvez aussi écrire à vos députés, à vos sénateurs, pour pouvoir leur faire part de votre indignation par rapport à la montée de la transphobie et surtout essayer de faire en sorte qu'elles ne votent pas pour ces projets de loi. Pareil, c'est dans le lien dans mon profil, ça prend 2 minutes. Vous pouvez aussi, bien évidemment, n'hésitez pas à continuer à vous informer sur le sujet et à informer autour de vous. C'est aussi important et surtout on vous demande aujourd'hui, au vu de la gravité, de la dangerosité de la situation, d'être intransigeant et intransigeante. Il n'y a plus rien qui doit passer. Au-delà même de Jean-Michel qui fait une remarque transphobe à la machine à café, c'est non, on ne laisse rien passer, aussi bien parce que les blagues sexistes, racistes, transphobes en 2024, ce serait bien qu'on arrête. Et aussi parce que c'est important que vous puissiez vous positionner très clairement en tant qu'allié pour les personnes trans, queer qui sont pas forcément out, qui sont dans la pièce aussi, mais simplement le fait que quelqu'un puisse prendre la parole et dire bah ça c'est pas ok, bah c'est déjà hyper chouette pour mettre en sécurité la personne queer présente. Vous pouvez bien évidemment aussi, si vous savez pas quoi dire sur le sujet, vous pouvez vous nourrir de tout ce qui existe. Vraiment, je pars du principe qu'on est en 2024, que si on ne sait pas ce que sont les transidentités aujourd'hui, ça reste de l'ignorance délibérée. Et que si on veut s'informer, on peut s'informer. Et que beaucoup de la transphobie aujourd'hui, elle est due au fait que dans les médias, on raconte n'importe quoi et qu'on s'arrête à ce récit-là. Et si on prenait juste le temps d'écouter les personnes concernées qui produisent du matériel pédagogique vraiment accessible, simple, qui peut être repartagé si vous avez vous-même pas les mots ou pas envie de faire de la pédagogie, vous pouvez faire ça aussi. Mais aussi, et c'est primordial, si vous voulez lutter pour les personnes trans, engagez-vous contre les féminicides, engagez-vous contre les VSS, engagez-vous contre les génocides, contre la colonisation, contre la suprématie blanche, contre le capitalisme, contre les frontières, contre tout ça, parce que tout est lié. Et on n'est pas que des personnes trans, on est aussi de fait impactés par le capitalisme, on est aussi impacté par la fascisation de la société, et c'est qu'en luttant collectivement, en faisant front commun sur toutes ces situations-là en même temps, qu'on va y arriver, parce qu'il faut savoir que nous, on est moins de 1% de la population, et que ce serait chouette qu'un peu des 99% nous rejoignent un peu, histoire de faire front, mais d'autant plus que les personnes trans ont toujours été en première ligne pour tous les combats sociaux. Et donc, voilà, si vous pouvez venir nous filer un petit coup de main, ce serait sympa. Voilà. Morgane Noam, merci infiniment d'avoir été là pour nous parler. Chers auditeuristes, les 99%, soutenez les combats des personnes trans et soutenez le combat de tout le monde en fait. Lisez aussi Ceci n'est pas un livre sur le genre qui est sorti il y a quelques jours. Pour continuer cette conversation, je vous donne rendez-vous sur Instagram @encoreheureux_podcast, sur le site de binge.audio. Vous y retrouverez comme d'habitude des ressources, toutes les informations dont vous avez besoin sur notre invité. Merci au public, merci à la Gaieté Lyrique. L'émission a été réalisée par Quentin Bresson et produite par Charlotte Bex. Merci beaucoup.